J'ai tué ma belle-mère d'une seule balle en plein cœur, ce soir-là, sous la pluie battante de Montmartre, et j'ai souri en voyant son sang se mêler aux flaques sales de la rue. Personne ne l'a vu venir, cette femme qui avait tout pris, mon héritage, mon nom, ma vie, parce que j'avais attendu, tapi dans l'ombre comme un rat de Paris, à ourdir un plan si tordu qu'il ferait rougir les diables de Dante. Et pourtant, en pressant la détente, j'ai senti une fissure dans mon âme. Était-ce la justice, ou juste un autre mensonge que je me contais pour dormir la nuit? Ces 850 000 € n'avaient pas disparu en crypto, comme elle l'avait juré devant le notaire, les yeux larmoyants de veuve éplorée. Ils étaient là, intacts, planqués dans un compte offshore aux Caïmans, fruit du labeur de mon père, cet homme brisé par ses dettes et ses amours adultères, qui m'avait légué ce pactole pour racheter ses fautes. Mais elle, Isabelle, avec son sourire de vipère en tailleur Chanel, avait tout manigancé, le faux investissement, les faux relevés, et le pire, me faire porter le chapeau pour l'empoisonnement lent de mon propre père, ce café au lait saupoudré d'arsenic qu'elle m'avait fait avaler comme une pilule de culpabilité filiale. J'étais innocent, bien sûr. J'avais tenu la tasse, oui, ce matin fatal dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement, mais c'était elle qui avait versé le poison, en murmurant des promesses de réconciliation. Pour ton père, mon chéri, avait-elle susurré, ses lèvres peintes en rouge sans effleurant mon oreille. Et moi, le fils prodigue rentré de ses errances en Provence, j'avais obéi, croyant encore à l'illusion d'une famille. Résultat, 6 mois de prison provisoire à la santé, où les murs suintent la défaite des âmes françaises, et où j'ai appris que la trahison n'est pas un crime, mais un art national. Lorsque les gendarmes m'ont sorti de ma cellule, menottes au poignet, je n'ai pas crié mon innocence. Non, j'ai ri, un rire sec, comme celui d'un clown dans un cabaret de Pigalle, parce que je savais déjà que la vérité était un luxe que les pauvres comme moi ne pouvaient s'offrir. Isabelle était là, dehors, sous le porche de l'hôtel de police, enveloppée dans un manteau de cachemire gris, ses cheveux blonds relevés en chignon impeccable, comme si elle venait d'une représentation à l'opéra. « Mon pauvre gendre !» m'a-t-elle dit en posant une main gantée sur mon épaule, « ton père serait si déçu. Ces crypto-monnaies. Quel poison moderne, n'est-ce pas? Elles ont tout englouti, comme l'absinthe jadis. » J'ai serré les dents jusqu'à ce que le goût du sang envahisse ma bouche. 850 000 €. C'était l'héritage de papa, fruit de ses années à négocier des vins fins dans les châteaux de Bordeaux, des commissions sur des bouteilles millésimées qui valaient plus que des vies. Il me l'avait promis sur son lit de mort, dans cette chambre d'hôpital puant le désinfectant et les regrets. Pour toi, Alexandre. Pour recommencer. Ne laisse pas Isabelle te manipuler, elle n'est pas celle qu'elle paraît. Ces mots, hachés par la morphine, étaient les derniers qu'il m'adresserait. Et moi, stupide, j'avais hoché la tête, pensant que la famille était sacrée, ce mythe gaulois qu'on nous serine depuis l'école. Mais Isabelle, oh, elle était un chef-d'œuvre de duplicité, forgé dans les salons feutrés de Neuilly-sur-Seine. Fille d'un banquier ruiné par la crise de 2008, elle avait épousé papa pour son argent, pas pour ses yeux fatigués ou ses histoires de vendanges sous le soleil implacable du Médoc. J'avais 28 ans quand elle était entrée dans nos vies, un tourbillon de parfum Chanel numéro 5 et de rire cristallin qui masquait le venin. « Appelle-moi maman, si tu veux », m'avait-elle dit le jour du mariage, ses ongles manucurés griffant légèrement mon bras. J'avais décliné, préférant Isabelle, mais elle avait insisté, jour après jour, jusqu'à ce que le mot sonne faux dans ma gorge comme un vin tourné. Après l'enterrement, une cérémonie froide à la Madeleine, où les hypocrites en noir murmuraient des condoléances en sirotant du champagne, elle m'avait convoqué chez le notaire. L'appartement était encore imprégné de l'odeur de papa, tabac froid et livres jaunis. Les placements en crypto, Alexandre. Ton père était obsédé par ces bêtises numériques. Tout est parti en fumée. 850 000 €. Volatilisés. Ses yeux, d'un bleu glacial comme la Seine en hiver, ne sciaient pas. J'avais vu les relevés falsifiés, des adresses blockchain fantômes, des transactions bidons vers des échanges obscurs. Et moi, sans avocat, sans preuve, j'avais avalé la pilule. Ou plutôt, le poison. Les premiers jours de liberté conditionnelle, j'ai atterri dans ce camion rouillé, garé sur un parking désert près de la porte de Clignancourt. Un vieux Peugeot J7 des années 70, hérité d'un oncle excentrique qui collectionnait les épaves comme d'autres les timbres. « Vis jusqu'à ce que tu trouves ta voie », m'avait-il dit avant de claquer la porte, son haleine empestant le pastis. La voix. Jean riait jaune, recroquevillé sur un matelas taché, écoutant la pluie marteler le toit comme des accusations. Paris, la ville des Lumières, me toisait de ses tours Eiffel moqueuses, pendant que je fouillais les poubelles pour un crouton de pain. Et Isabelle, elle paradait, vendant l'appartement familial pour un appartement plus grand dans le Marais, avec vue sur les toits incés. C'est là, dans cette boîte de conserve sur roue, que la graine de la vengeance a germé. Pas une vengeance flamboyante, à la Balzac, avec duel à l'épée au bois de Boulogne.
Non, une vengeance française, sournoise, administrative, empoisonnée par des années de rancœur accumulées comme la poussière sur les boulevards. J'ai commencé par fouiller les archives de papa, ces cartons moisis que j'avais sauvés de la cave. Des lettres jaunies, des relevés bancaires froissés. Et là, le premier fil. Un virement suspect de 50 000 € vers un compte à son nom, daté de la semaine avant sa mort. Pour nos vieux jours, avait-elle noté. Vieux jours? Papa avait 58 ans, et elle, 42, l'âge où les femmes comme elle commencent à collectionner les amants plus que les maris. Je me souviens de cette nuit-là, sous les néons clignotants d'un kebab turc, où j'ai piraté, maladroitement, avec un tuto YouTube, son compte email. Pas de hacker professionnel, juste un fils désespéré avec un smartphone craquelé. Et bingo, des mets à un certain Lou, un courtier en assurance de la place Vendôme. Chérie, l'arsenic est silent, mais efficace. Et l'héritage? Au Caïman, comme prévu. Il signera ou il regrettera. Mon estomac s'est noué. Elle n'avait pas seulement volé l'argent, elle avait tué. Et moi, en tenant cette tasse, j'étais le bouc émissaire parfait. Les jours suivants se sont fondus en une brume de café noir et de nuit blanche. J'ai contacté l'oncle, ce fantôme alcoolique qui vivait dans une masse du Luberon, entouré de lavandes fanées et de souvenirs de 68. Viens, neveu. On va déterrer des squelettes. Il m'a accueilli avec une bouteille de rouge et un fusil de chasse rouillé. Isabelle, je l'ai toujours senti louche. Ton père était un idiot romantique, mais toi, tu as du sang provençal dans les veines. La vengeance, c'est comme le vin, il faut la laisser mijoter. C'est ainsi que j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, des faux témoignages. Un clochard de la Seine que j'ai payé en billets froissés pour jurer avoir vu Isabelle verser quelque chose dans le café de papa. Puis, un détective privé, un ex-flic corrompu des banlieues, qui a remonté la piste des Caïmans. 850 000 €, intact, sous un nom d'emprunt, Veuve Joyeuse SARL. Ironique, non? Et pendant ce temps, Isabelle lorgnait sur un divorce discret, me laissant croupir dans mon camion comme un paria des temps modernes. Mais la trahison allait plus profond. Une nuit, fouillant les vieilles photos, j'ai trouvé une lettre de papa, cachetée pour moi. Alexandre, si tu lis ceci, c'est qu'elle a gagné. Isabelle n'est pas qui tu crois. Elle porte mon secret. Et le tien. Mon secret? Celui de l'adultère avec sa secrétaire, des années plus tôt, qui avait failli détruire notre famille. Ou pire, la révélation que j'étais. Non, pas encore. Pas maintenant. La graine germait, mais les racines s'enfonçaient dans un sol empoisonné. Je vivais dans ce camion comme un ermite, mais Paris murmurait ses secrets à mon oreille. Les rues pavées de Montparnasse, les cafés enfumés où les anciens résistants racontent encore des histoires de vengeance. J'ai appris à observer Isabelle, ses dîners au Fouquetès avec des investisseurs louches, ses escapades à Deauville en décapotable. Elle riait, libre, pendant que moi, je comptais les euros en miettes dans ma poche. La tension montait, huâme comme une symphonie de Ravel, dissonante et inéluctable. Et bientôt, le premier coup serait porté, pas avec une balle, mais avec un mot, un murmure, un poison plus subtil que l'arsenic. L'oncle m'avait prévenu, la vengeance en France n'est pas un sprint, c'est un tango avec le diable. Et il avait raison. Après avoir quitté le camion, ce cercueil roulant qui puait l'humidité et les regrets, je me suis installé dans sa masse isolée, au cœur du Luberon, où les cyprès montent la garde comme des sentinelles muettes. Les nuits étaient froides, le vent du Mistral hurlant des vérités que je n'étais pas prêt à entendre. Mais là, entouré de ces livres jaunis sur la Révolution et ses bouteilles vides, j'ai ourdi mon plan. Pas de violence brute, non. Isabelle méritait mieux, ou pire. Une destruction lente, psychologique, qui la rongerait de l'intérieur comme un ver dans une pomme de Calville. Le premier acte fut un courrier anonyme, glissé sous la porte de son appartement du Marais. Pas une lettre d'amour, mais un relevé bancaire falsifié, montrant un retrait de 100 000 € vers un compte à mon nom. Tu as été imprudente, belle maman. Les ombres ont des yeux. Signé d'un fantôme, le fils prodigue. Je l'ai vu, via un drone bon marché acheté sur le Bon Coin, son visage se décomposer en lisant, ses mains tremblant comme des feuilles d'automne sur le boulevard Saint-Germain. Elle a appelé la police, bien sûr, mais sans preuve, c'était juste une menace vague. Les flics parisiens, habitués aux farces des ex-amants, ont haussé les épaules. Puis vint le tour des amis. Isabelle collectionnait les relations comme des birkines. Des galeristes de Saint-Honoré, des avocats de la Cour de cassation, des maîtresses de maison qui sirotaient du Sancerre en chuchotant des ragots. J'ai infiltré leur monde sous un faux nom, Antoine Duval, un vigneron ruiné du Bordelais, recommandé par l'oncle. Mon premier dîner fut chez les Lefebvre, dans un hôtel particulier du 7e,
où les lustres en cristal pleuraient des larmes de lumière sur des fourrures de vison. Isabelle était là, radieuse en robe fourreau noir, riant à une blague sur les crypto-volatiles. Ah, Antoine, vous savez, mon gendre. Un garçon si imprévisible. Il croit que j'ai volé son héritage. Comme si une femme de Monts en touchait assez. Spéculation vulgaire. J'ai souri, levant mon verre de Château Margaux. Les apparences trompent, madame. En Provence, on dit que le vin le plus doux cache le poison le plus amer. Ses yeux se sont plissés, un éclat de suspicion dans le bleu glacier. Plus tard, dans les jardins en terrasse, je lui ai glissé un USB, des enregistrements truqués de ses appels à Lou, où elle riait de la mort de papa. C'était si facile, ce café. Il a même remercié Alexandre pour le geste filial. Bien sûr, c'était du bluff, des voix synthétisées par un logiciel gratuit, mais elle a pâli, serrant le verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Qui êtes-vous » a-t-elle murmuré. « Un fantôme, madame. Comme votre conscience. » Les semaines suivantes, la paranoïa s'est installée. J'ai piraté son agenda. Facile, avec un malware basique envoyé par email phishing déguisé en invitation à une vente aux enchères chez Sotheby's. Ses rendez-vous avec Lou? Annulés. Ses cocktails mondains? Désertés par des amis qui murmuraient des doutes sur cette veuve un peu trop joyeuse. Et moi? Je dansais dans l'ombre, de Neuilly au quai de la Garonne, où l'oncle m'apprenait à charger un revolver calibre 9 mm. Pas pour tuer, fiston. Pour menacer. La peur, c'est l'arme des faibles. Mais la trahison avait des racines plus profondes, enfouies comme les catacombes sous Paris. Une nuit, en fouillant les papiers de l'oncle, j'ai trouvé une photo jaunie. Papa, jeune, embrassant une femme qui n'était pas maman. Et derrière, une note. Isabelle, 1985. Elle savait pour l'adultère. Elle a juré le silence. Pour un prix. Mon Dieu. Isabelle n'était pas une simple marâtre. Elle était l'ex-amante de papa, celle qu'il avait larguée pour maman, enceinte de moi. Le secret changeut. J'étais peut-être son fils? Non, impossible, les dates ne collaient pas. Mais le doute rongeait, huame comme l'acide. Le twist mineur vint lors d'une confrontation feinte. Je l'ai attiré au Père-Lachaise, sous prétexte d'un règlement amiable pour l'héritage. La pluie tombait en rideau gris, éclaboussant les tombes de Proust et de Chopin. Rends-moi l'argent, Isabelle. Ou je balance tout aux flics. Elle a ri, ce rire de hyène qui m'avait toujours glacé. Pauvre Alexandre. Tu crois que c'est l'argent? C'est toi que ton père voulait effacer. Il m'a tout légué en secret, avant le poison. Tu n'es qu'un accident, un bâtard qui l'a toléré. Mensonge? Vérité? Ces mots me transpercèrent, et pour la première fois, je vis la fissure en elle, une vulnérabilité, un regret peut-être pour l'amour perdu. De retour au Luberon, l'oncle m'a versé un pastis. Elle l'a eu, ton père, parce qu'il l'aimait encore. Et toi? Tu vas la briser comment? J'ai chargé le revolver, le métal froid contre ma paume moite, en lui faisant gober sa propre médecine. Le plan s'affinait, un faux empoisonnement, une scène montée où elle me verrait avaler son arsenic pour la pousser à confesser. C'était risqué, controversé, manipuler la mort comme un metteur en scène de Godard. Mais en France, la justice est un théâtre, et j'étais prêt à monter sur les planches. La tension culminait. Isabelle, acculée, commença à larder ses nuits de Valium, ses journées de regards fuyants dans le métro. Paris, cette garce indifférente, continuait son ballet. Les klaxons des taxis jaunes, les odeurs de baguettes chaudes mêlées à l'égout. Et moi, tapis, j'attendais le moment où elle craquerait. Mais le vrai poison, c'était le mien. Le doute sur mon sang, sur cette famille factice qui m'avait forgé en monstre. Les secrets de famille français sont comme les fromages affinés. Ils puent plus s'ils vieillissent, et ils vous collent à la peau jusqu'à l'asphyxie. Après Père-Lachaise, Isabelle avait contre-attaqué, bien sûr. Une plainte pour harcèlement, déposée avec la célérité d'une avocate de la place Dauphine. Mon gendre, instable depuis la mort de son père, me traque comme un fou. Les journaux People, ces torchons à scandale du genre Paris Match, s'en étaient emparés. Héritage empoisonné, le fils ingrat contre la veuve élégante. J'étais devenu le méchant, le prolo du Luberon contre la bourgeoise parisienne, et les commentateurs chiaient PHE, certains me traitant de parasite, d'autres d'ange vengeur. Mais j'avançais, inexorable. Avec l'aide de l'oncle, un ancien maquisard qui avait des contacts dans les sous-sols de la préfecture, j'ai exhumé les dossiers médicaux de papa. L'autopsie, bâclée par un légiste débordé, mentionnait traces d'arsenic subchronique. Pas assez pour un procès, mais suffisant pour un doute. J'ai fait analyser un échantillon de cheveux, volé lors de l'enterrement,
Dieu me pardonne, et bingo, dosage létal, administré sur des semaines. Elle l'a nourri au poison, goutte à goutte, comme un risotto trop mijoté, m'a dit le labo clandestin de Marseille, un repère de chimistes italiens exilés. Le moment clé fut ce dîner chez elle, orchestré comme une pièce de Molière. J'ai sonné à sa porte du Marais, revolver dissimulé dans ma veste en cuir usé, prétextant une trêve. Elle m'a accueilli avec un sourire carnassier, un verre de Chablis à la main. « Alexandre, mon chéri, assieds-toi. J'ai cuisiné ton plat préféré, coq au vin. » Ironie cruelle. Le même plat qu'elle servait à papa les dimanches maudits. La table était dressée pour deux, bougies vacillantes jetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. « À la famille », a-t-elle trinqué, ses yeux scrutant les miens comme un chat guettant une souris. J'ai joué le jeu, avalant une bouchée, sentant le goût âcre sous la sauce riche. Était-ce empoisonné? Probablement pas. Elle préférait la manipulation au meurtre direct, cette fois. Isabelle, parlons clair. Les Caïmans. 850 000 €. Et papa, tu l'as tué pour ça. Elle a ri, un tintement de cristal brisé. Tu es si naïf. Ton père était ruiné, endetté jusqu'au cou avec ses maîtresses et ses vins foireux. Moi, j'ai sauvé ce qui restait. Et toi, en tenant cette tasse, tu as scellé ton sort. Gan Titaï, comme disent les Vietnamiens, porter le fardeau des autres. Ces mots m'ont frappé comme un coup de trick. Elle savait pour mes nuits avec la secrétaire de papa, ses étreintes coupables dans les vignobles, quand j'avais 19 ans et que la rage adolescente bouillonnait. Comment? Ai-je balbutié. Oh, j'étais là, chérie. L'ex-amante, souviens-toi? Ton père m'a jeté pour ta mère, mais j'ai gardé des yeux partout. Tu es mon sang, en un sens, un rappel de ce qu'il m'a volé. Le twist me frappa, non pas son fils, mais le fruit de sa trahison à elle, un miroir brisé de ses propres péchés. La discussion dégénéra en hurlements. Je lui balançai les preuves, les mets, les virements, l'analyse toxicologique. Elle nia, puis craqua, larmes de crocodile coulant sur ses joues poudrées. Il le méritait. Il m'a humilié, enceinte de toi. Non, pas toi, idiot, mais d'un autre. J'ai avorté, seul, dans une clinique sordide de Lisbonne. Et l'héritage? C'était ma revanche. Menteuse jusqu'au bout, ou vérité? Le doute me paralysa, et c'est là qu'elle lutta, griffant mon visage, renversant la table. Le revolver glissa de ma poche, claqua sur le parquet. Elle le ramassa, le pointa sur moi, tremblante. Finissons en. Mais je bondis, la plaquant au sol, nos souffles mêlés en un tango macabre. Pas comme ça, grognai-je, arrachant l'arme. Au lieu de tirer, je versai le vin empoisonné, le vrai, que j'avais trafiqué, dans un verre qu'elle avala d'un trait, paniqué. C'est fini, Isabelle. Elle s'effondra, convulsionnant, ses yeux implorants. Était-ce de l'arsenic? Non, juste un laxatif violent, pour la briser sans la tuer. Mais le choc la fit confesser, enregistreur allumé dans ma poche. Oui, j'ai tué ton père. Pour l'argent. Pour la vengeance. La police arriva aux aurores, alertée par un appel anonyme, le mien, bien sûr. Isabelle, pâle comme un spectre, fut emmenée menottée, son empire de mensonges s'effondrant comme un château de cartes sous le vent. Les médias s'emballèrent, la veuve noire du Marais arrêtée pour meurtre. Moi, libéré des soupçons, l'héritage restitué par un juge compatissant. Mais la victoire avait un goût de cendre. L'oncle, au téléphone, « Bien joué, neveu. Mais souviens-toi, la revanche divise l'âme. » Pourtant, le chaos n'était pas fini. Isabelle, en cellule à frêne, commença à balancer, pas seulement papa, mais des associés, des amants, un réseau de fraude crypto qui impliquait des pontes de la finance parisienne. Et moi, au milieu, Gan Titaï pour ses péchés passés, ces rumeurs d'escroquerie qu'elle m'avait collées au basque. Les lecteurs, si cette histoire sortait un jour, chiaient PHE. Étais-je justicier ou manipulateur? La tension UAMA enveloppait tout, comme le brouillard sur la Loire. Libéré, mais pas absous. Paris me vomit ses indifférences. Les passants pressés du métro Châtelet, les serveurs blasés des brasseries qui versent le café sans un regard. J'avais l'argent, 850 000 €, transféré sur un compte clean, assez pour acheter un appartement dans le 11e, meubler une vie nouvelle. Mais l'ombre d'Isabelle planait, sa confession enregistrée comme une épée de Damoclès. Elle avait plaidé coupable, bien sûr, pour un deal, 20 ans ferme au lieu de perpétuité. Pour service rendu à la justice, ricana le procureur au tribunal de la Seine, un homme au nez busqué comme un aigle de la République. Le procès fut un cirque, digne d'un Zola réincarné. Salle comble à l'île de la Cité,
flash des photographes crépitants comme des mitraillettes. Isabelle, en tailleur gris anthracite, défendit son rôle de victime. Alexandre m'a piégé. Ce garçon, rongé par la jalousie, a fabriqué des preuves pour me détruire. Ses avocats, des requins de la cour, dévidèrent des théories. Mon instabilité post-prison, mes nuits dans le camion comme signe de folie. Et le public? Divisé. Les féministes criaient au patriarcat vengeur, moi, le fils toxique accusant la marâtre indépendante. Les conservateurs, au contraire, acclamaient la justice poétique, une femme fatale punie pour ses péchés. Moi, sur le banc des témoins, je parlais d'une voix calme, forgée dans les silences du Luberon. Elle m'a fait gagne titaille pour un meurtre qu'elle a commis. L'arsenic dans le café, les faux en crypto. C'était sa signature, son art de la trahison. Je montrai l'enregistrement, sa voix chevrotante confessant tout. La salle retint son souffle. Isabelle blêmit, ses lèvres pincées en une ligne rouge. Le juge, un vieil hibou aux lunettes cerclées d'or, fronça les sourcils. « Monsieur, votre méthode au ce chantage déguisé en justice est-elle morale ?» Controversé, oui. J'avais manipulé, menti, peut-être même empoisonné son esprit plus que son corps. Les débats firent rage dans les bistrots. Il est un héros, ce gamin. Elle l'a ruiné. Contre non, c'est un psychopathe, ourdissant comme un serial killer de polar français. L'oncle, depuis sa masse, envoyait des cigares cubains. Tiens bon. La France adore les anti-héros. Le verdict tomba comme un coup près. Coupable, 30 ans. Pas de libération conditionnelle avant 10. Isabelle me foudroya du regard en sortant, menottée, murmurant « Ce n'est pas fini, bâtard ». Et elle avait raison. Des lettres anonymes commencèrent à arriver. Des complices de son réseau, menaçant de révéler mon secret, ses adultères juvéniles, ou pire, des faux papiers suggérant que j'avais aidé papa à frauder les impôts. La paranoïa revint, Uama, me réveillant en sueur dans mon nouveau lit king size. C'est alors que le chaos trao explosa. Une nuit de novembre, vent hurlant sur les toits de Paris, on frappa à ma porte. Lou, le courtier, en personne, un bellâtre bedonnant en Burberry, revolver à la main. Isabelle dit que tu as tout gâché. L'argent, le réseau. Donne-moi les codes des Caïmans, ou je te fume comme ton père. Lutte dans l'escalier étroit, coups de poing résonnants comme des tambours de carnaval. Je le désarmai, le plaquai contre le mur, et là, le choix controversé. Le tuer? Non, l'enregistrer, le forcer à confesser ses liens avec elle. C'était son idée, le meurtre. Elle voulait tout, l'héritage, le pouvoir. La police débarqua, alertée par un voisin insomniaque. Lou arrêté, le réseau démantelé. Une toile de fraude crypto s'étendant de Paris à Genève, impliquant des banquiers, des politiques. Moi, héros malgré moi, interrogé comme témoin clé. Mais le prix, des nuits hantées par les « et si », par le sang invisible sur mes mains. L'oncle vint en ville, nous bûmes aux zinc d'un bar de Belleville. La vengeance, fiston, c'est un tango, 2 pas en avant, 1 en arrière. Et parfois, tu marches sur les pieds du diable. Isabelle, de sa cellule, m'envoya une lettre finale. Tu as gagné, mais à quel prix? Tu es comme moi, maintenant. Empoisonné. Vrai. La tension ne s'évaporait pas. Elle mutait, en une mélancolie française, ce spleen baudelairien qui ronge les âmes sous les pluies incessantes. Le twist final frappa comme un coup de Mistral inattendu, balayant les certitudes que j'avais érigées comme des remparts contre le chaos. 6 mois après le procès, alors que je sirotais un espresso amer sur une terrasse de la place des Vosges, un notaire m'appela. Monsieur Alexandre, une donation post-mortem de votre père. À ouvrir en privé. Rendez-vous dans un cabinet caverneux du palais de justice, où les portraits jaunis de magistrats passés me toisaient d'un œil sévère. L'enveloppe, scellée de cire rouge, contenait une lettre et un test ADN. Papa écrivait d'une main tremblante. « Mon fils, si Isabelle a gagné, sache la vérité. Tu n'es pas mon sang, pas entièrement. Ta mère a eu une liaison avec mon frère, ton oncle. Isabelle le savait. C'est pour ça qu'elle t'a haï, ce bâtard qui lui rappelait ses propres pertes. L'héritage, c'était pour toi, pour laver la tâche. Pardonne-moi. » Le test confirmait 25% de correspondance avec l'oncle. Mon guide, mon complice dans la vengeance, était mon père biologique. Le secret Chonju, cette bombe à retardement, expliquait tout, sa générosité, ses leçons amères, et peut-être, son silence face au poison d'Isabelle. Le monde vacilla. Étais-je le vengeur légitime, ou un pion dans un échiquier familial tordu? J'ai confronté l'oncle, mon père, dans sa masse, sous les étoiles provençales indifférentes. Pourquoi ne rien dire?
Il versa 2 verres de rosé pâle, ses yeux ridés par le soleil. Parce que la famille française est un mensonge noble. Ton papa t'a élevé. Moi, j'ai veillé de loin. Et Isabelle, elle a empoisonné parce qu'elle voulait ce que nous avions tous volé. L'amour pur, sans tache. La révélation causa le débat final, ce twist qui divise les âmes. En révélant tout à la presse, un scoop pour le monde, j'ai libéré Isabelle sous caution pour circonstances atténuantes familiales. Pas par pitié, mais par ironie cruelle. La marâtre, la meurtrière, devint la victime d'un inceste caché, d'une lignée maudite. Les commentateurs explosèrent. Alexandre, le justicier impitoyable ou le manipulateur ultime. Certains applaudirent la réconciliation tragique, d'autres crièrent au scandale, à la trahison renouvelée. Isabelle et moi, nous nous vîmes une dernière fois dans un café anonyme de Bastille. Elle, vieillie, les cheveux grisonnants sans teinture, moi, marqué par les nuits blanches. Tu as gagné, en un sens, murmura-t-elle, sirotant un thé à la menthe. Mais le poison coule dans nos veines à tous. Je hochai la tête, payai l'addition, et sortis sous la pluie fine. Pas de balle finale, pas de happy end hollywoodien. Juste une fin BKCH, ouverte comme un roman de Houellebecq. J'ai l'argent, la liberté, mais l'âme fissurée. Paris continue son tourbillon. Lumière, amour, trahison, et moi, je marche, un fantôme parmi les vivants, me demandant si la vengeance guérit ou tue. Et toi, lecteur, qui juge de ton perchoir confortable, étais-je le héros, le monstre, ou juste un Français ordinaire, piégé dans le grand théâtre de la vie? La réponse, comme le vin, dépend du palais. Mais une chose est sûre, en France, la revanche n'est jamais finie. Elle mijote, éternelle, dans les ombres des boulevards.